Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre de la Transition écologique. Et je vais vous parler, pour commencer, du prix de l'électricité. Parce que c'est un souci pour chaque Français. Est-ce que l'électricité, le prix, va augmenter? On parle de 38 à 40% dès le mois de février. Non. Non, on s'est engagé à protéger les Français en leur proposant un bouclier tarifaire et on va tenir cet engagement. L'augmentation de l'électricité, elle sera maintenue à 4%. Comme ça a été annoncé. Et on sur toute l'année 2022. Sur toute l'année 2022. Même après la présidentielle. Je vous le confirme. Après, nous sommes en train de travailler parce que effectivement, si ça continue à augmenter, on risque d'avoir des reports. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que le fait qu'on maintienne les prix en 2022 entraîne des augmentations en 2023. Et donc, on est en train de travailler à des solutions pour cela qui vont vous être annoncées très bientôt. Oui, mais on va en parler. Annoncées très bientôt ou pas, mais ça avance bien, ces solutions. Oui, je veux qu'on en parle parce que c'est essentiel, évidemment. Donc, vous confirmez 4% sur l'année 2022 et pas un centime de plus, on est bien d'accord. Réunion importante de la CRE, la commission de régulation de l'électricité, aujourd'hui. Et les associations de consommateurs seront présentes. Le coût pour l'État, déjà, maintenir une augmentation à 4%, ça a déjà coûté 8 milliards d'euros à l'État, vous confirmez? C'est ça, ça va coûter 8 milliards. Ouais. Mais non, ça a déjà. Oui, parce qu'on a aussi d'autres mesures qui ont été prises. Et d'ailleurs, le total des mesures, on est à 14 milliards aujourd'hui, avec le bouclier tarifaire. 14 milliards d'euros déjà? C'est ça, mais on assume de payer ça pour aider les Français à passer ce cap. Bon, quelle solution? La baisse des taxes, c'est déjà fait. C'est engagé, la baisse des taxes, on est bien d'accord. C'est ce qui coûte cher d'ailleurs à l'État. C'est une baisse temporaire. Oui, une baisse temporaire. Bon, EDF va devoir faire des efforts, j'imagine, Barbara Pompili. Oui, on travaille avec EDF là-dessus. On travaille avec EDF sur une solution. Laquelle? Après, il y en a d'autres qui sont étudiées, mais une solution qui est d'augmenter la part de vente d'électricité aux autres fournisseurs moins cher, ce qu'on appelle l'Arenh. Et aujourd'hui, cette part, on peut essayer de l'augmenter pour justement permettre de maintenir les prix. Alors, je m'arrête. EDF va vendre son électricité plus cher aux autres fournisseurs. Moins cher. En fait, on a... Moins cher ou plus cher? On a ce qu'on appelle l'Arenh. On a ce qu'on appelle l'Arenh, qui est l'obligation pour EDF de vendre une part de l'électricité à d'autres fournisseurs à des prix qui sont maintenus à un niveau de 42 € pour qui est le prix... on va dire le prix du nucléaire actuellement, grosso modo. Donc, il est autorisé à le faire, mais dans une certaine proportion et pas plus. Là, ce qu'on regarde, c'est d'augmenter cette proportion. Ça demande beaucoup de négociations parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc, il faut qu'on travaille avec la Commission européenne pour pouvoir arriver à cette solution. C'est une solution parmi d'autres qui sont regardées, qui sont aussi d'autres solutions pour aider certains types d'entreprises sans être obligé de passer par là. Mais nous croyons que ça va être difficile de l'éviter. EDF fait des profits avec la hausse des prix, évidemment, donc EDF doit contribuer. Et normal. EDF veut aussi des investissements dans le nucléaire, on est bien d'accord. Il va aussi falloir réformer le marché européen de l'électricité, dites-moi, Barbara Pompili. Oui, tout à fait, on est en train d'y travailler. Ce qu'on essaye de faire au niveau de l'Europe et ce qu'on est en train de faire, c'est de rassembler plusieurs pays qui pèsent suffisamment pour pouvoir influer sur la Commission là-dessus. On a déjà réuni... Quel changement voulez-vous ? Ce qu'on veut, c'est ne pas changer le marché dans son ensemble, qui est un marché protecteur. C'est grâce au marché européen de l'électricité que d'abord, on a de l'électricité parce qu'on a des interconnexions qui nous protègent et on est quand même maintenu sur les prix. Par contre, on voit que sur les prix de détail, et non pas sur les prix de gros, sur les prix de détail, là, on voit qu'il y a un souci au regard de ce que nous voyons depuis plusieurs mois. Donc, on travaille pour voir si on peut... disons sur les prix de détail, éviter des soubresauts, donc par exemple faire des contrats à long terme. Bref, peu importe, mais on travaille avec la Commission pour avancer. C'est une mécanique pour faire changer les choses. Barbara Pompili, est-ce que nous risquons un blackout général avant la fin de l'hiver? Non. Non. Pourquoi non? Alors que des réacteurs nucléaires ont été arrêtés. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Nous avons des réacteurs nucléaires qui sont arrêtés en trop grand nombre et ça nous donne une marge de manœuvre qui se réduit de sécurité. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé un audit à EDF parce que je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, on ait si peu de marge de manœuvre. Donc, des réacteurs vont être remis en marche. Donc, il y en a qui sont remis en marche. Vous avez des réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance, c'est-à-dire les entretiens de sécurité, puis pour remettre du combustible dedans. Il y en a 4 qui sont arrêtés, qui n'auraient pas dû être arrêtés et qui nous privent de 6 gigawatts d'électricité, c'est beaucoup. 6 gigawatts d'électricité parce que il y a un défaut qui a été trouvé sur des tuyaux dû au vieillissement sur 4 réacteurs. Et donc ces défauts font qu'il va falloir faire des réparations et ça va prendre du temps. Ça, ce n'était pas prévu et ça nous met dans une situation où on doit du coup prendre des mesures pour réguler, pour être sûr d'approvisionner nos concitoyens en électricité, ce qui est le plus important. Mais je peux vous garantir que le blackout généralisé, ça n'aura pas lieu, ça rassurons nos concitoyens. D'autant plus qu'il y a la possibilité de baisser un peu la tension, d'autant plus qu'il y a les 2 centrales au charbon encore en activité en France, celle de Cordemais, de Saint-Avold. Ces 2 centrales vont produire au-delà du seuil fixé pour limiter les émissions polluantes. Oui, c'est très temporaire. Plus 42%. Plus 42%. Non, vous me mettez plus 42%. Moi, ce que je vais vous dire, c'est moins 38% d'émissions de CO2 dans la production d'énergie depuis 2017. Oui, moins 38%. Non, plus 42% pour ces 2 centrales à charbon. Attendez, par rapport au seuil maximal. Plus 42% de 0,2% de nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai vu les titres de la presse allemande. La France relance ses centrales à charbon. Vous les avez vus comme moi. Oui, non, mais là, bon, il y a des petits, comment dire, on se titille avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne a du mal à sortir du charbon. Nous, si le charbon représente entre 1 et 2% de notre production d'électricité aujourd'hui. Elle a baissé constamment depuis on va dire une décennie, et ça ne représente quasiment plus rien. Enfin, il faut vraiment dire ça aux Français. On est sur 2% de notre production d'électricité. On ne relance absolument aucune centrale. Quand j'entends Valérie Pécresse qui dit qu'on relance, c'est faux. On a 2 centrales à charbon, dont une va bien fermer Saint-Avold au printemps, et on garde Cordemais le temps de... Jusqu'en 2024, c'est ça? Disons, on attend que le PR de Flamanville soit mis en route pour fermer Cordemais. Il sera mis en route quand, cette PR de Flamanville, d'ailleurs? Eh bien, EDF c'est vraiment l'Arlésienne. C'est l'Arlésienne de l'énergie française. EDF nous dit fin 2022. J'ai tendance à penser que ce sera difficile de tenir le fin 2022. On verra. C'est-à-dire 2023, 2024. Enfin, tous les 2 ans, on nous annonce, Barbara Pompili, tous les 2 ans, on nous annonce que Flamanville va être mise en route, et tous les 2 ans, on retarde. J'en ai été témoin comme vous, et il va falloir, et on est déjà en train de tirer des retours d'expérience de cette EPR. Donc 2023, pas avant 2023, peut-être 2024. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis pour l'instant que c'est prévu fin 2022, que ça me paraît difficile. Bon, dites-moi, on mesure au passage les limites de l'éolien notamment. Énergie intermittente. Alors ça, c'est vraiment une déformation intellectuelle que j'ai du mal à comprendre. Alors allez-y. Aujourd'hui, on a 70% de nucléaire dans notre mix électrique. Oui. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai trop de nucléaire et que j'ai pas assez de renouvelables pour aider à faire la pointe quand il y a un problème. Aujourd'hui, j'ai un problème parce que j'ai trop de centrales nucléaires à arrêter. Je n'ai pas de marge de manœuvre. Vous avez un problème aussi parce que vous avez trop de centrales nucléaires, mais surtout, vous avez trop de centrales nucléaires vieillissantes aussi. Hein. Vieillissantes, c'est vrai. Oui. Vieillissantes. C'est tout le problème. Et d'ailleurs, quand on m'explique que toutes les centrales nucléaires vont pouvoir passer 60 ans, alors qu'aujourd'hui, elles sont juste à 40... Moi, j'ai du mal à y croire, et d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire aussi. Donc il faut être raisonnable. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est des renouvelables, parce que nous allons avoir besoin de plus d'électricité dans les années qui viennent, et nous le voyons, nous sommes déjà en tension maintenant. On ne va pas pouvoir construire une centrale nucléaire en moins de 15-20 ans. On a besoin aujourd'hui de renouvelables pour la pointe, et aussi de faire des économies d'énergie. Jean-Jacques Bourdin, c'est important. Macron, oui, on va en parler. Si Emmanuel Macron est candidat, dans son programme, il développera l'éolien. Si j'ai bien compris. Il développe là tous les renouvelables. Non, mais dont l'éolien. Bien sûr. Il va falloir lever les contraintes sur les permis de construire, sur l'éolien.
On travaille beaucoup sur l'acceptabilité et sur le fait de mieux concerter, de faire en sorte qu'on le fasse mieux. C'est vrai qu'il y a eu, on le sait, il y a eu des erreurs par le passé, mais on a aujourd'hui RTE qui nous dit qu'on a besoin de multiplier par 2,5 à 4 l'éolien terrestre en France, multiplier par 7 au minimum le photovoltaïque. On doit le faire, il faut le faire bien. Alors parlons du nucléaire, qui est l'un des sujets de la campagne présidentielle, Barbara Pompili. L'Europe devra investir 500 milliards d'euros dans le nucléaire d'ici à 2050, dit Thierry Breton. 103 réacteurs nucléaires en Europe, dont 56 en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France recevra la moitié de cet effort financier? Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Chaque pays européen fait son choix, choix de mix. Par contre, on est tous tenus par le même objectif qui est la neutralité carbone en 2050. C'est un objectif d'ailleurs qui a été ajouté dans la loi française récemment, en 2019, et qui donc nous oblige à aller plus vite dans la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça a des conséquences en cascade, ça. Ça veut dire qu'on va devoir faire des économies d'énergie, bien sûr, mais aussi faire passer un certain nombre de consommation d'énergie à l'électrique qui est moins carboné. Par exemple, les voitures qui vont passer à l'électrique, etc. Donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Et comme on a d'électricité... Doublement de la demande d'électricité en Europe sur les 30 prochaines années. Et oui. Et donc tous les pays doivent faire face à cela. Et donc tous les pays doivent choisir quels investissements ils font. Nous, on a décidé, face à cela, d'augmenter beaucoup les renouvelables, de faire des économies d'énergie et de relancer une partie de nucléaire, justement pour, en termes de sécurité d'approvisionnement, pour pallier le fait qu'on a, nous, un parc nucléaire très important, mais qui vieillit. Bien. Le nucléaire est-il une énergie verte? Non. D'ailleurs, ça n'est pas... non. Ça, c'est pas ce que dit l'Europe, c'est pas ce que veut la France. Non, ça n'est pas dit comme ça au niveau européen. Comment Comment Pour vous, le nucléaire n'est pas une énergie verte? Non, c'est une énergie qui produit des déchets, qui sont des déchets dangereux et qui durent et qui vivent très longtemps. Et donc, c'est un héritage qu'on donne à nos enfants qu'on ne peut pas considérer comme vert. Par contre, Thierry Breton dit que c'est une énergie verte. Parler de la taxonomie, très certainement. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le nucléaire est décarboné, donc émet peu de gaz à effet de serre, quasiment pas de gaz à effet de serre. Et c'est en ça qu'il peut être considéré, et c'est pour ça qu'on l'intègre dans la taxonomie, il peut être considéré comme une aide pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc énergie verte, la taxonomie est énergie verte. C'est une énergie décarbonée. Vert voudrait dire que c'est parfait pour l'environnement. Comme le gaz d'ailleurs. Non. En fait, la taxonomie, il y a 3 catégories, Jean-Jacques Bourdin. Il y a une catégorie vert, une catégorie pour aider à la transition et une catégorie qu'on appelle ce qui n'est pas vert mais qui peut aider. Par exemple, quand on fabrique des pales d'éoliennes, c'est pas vert, mais par contre ça peut aider aux renouvelables et donc à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le gaz et le nucléaire sont proposés dans la catégorie 2, c'est-à-dire la catégorie du milieu, pas la catégorie verte. Alors, de nouveaux réacteurs, des petits réacteurs modulaires, c'est pour quand? On espère un prototype en France en 2030. 2030 prototype. Oui. Et donc ensuite? Et donc après, le temps de le mettre en place, je vois 2035, 2040. 2035, mais 2040. Ça dépend. Et les EPR nouvelle génération? Les EPR 2, donc si ils sont lancés, et a priori c'est bien parti. Ils seront lancés? Le président a dit qu'il allait lancer des nouvelles capacités de production nucléaire. Il insiste beaucoup sur la recherche sur les petits réacteurs modulaires. Mais aujourd'hui, ce qui est proposé par EDF, ce sont des EPR 2 qui ne pourraient pas voir le jour avant 2036-2037. Combien? 6? Pour l'instant, ça n'est pas encore annoncé, et ça, c'est pas à moi de le faire, c'est au président. Oui, d'accord, mais il se murmure qu'il y en aurait 6. Écoutez, et où? On sait où déjà? Ce sur quoi vous pouvez vous fonder, c'est le rapport de RTE qui met des scénarios sur la table avec un certain nombre de nouveaux réacteurs dans certains scénarios. Bon, j'ai une question sur les chaudières au fioul dans les logements. Interdiction de nouvelles chaudières au fioul dans les logements le 1er juillet, fioul et charbon d'ailleurs. Si je me chauffe au fioul ou au charbon actuellement, je pourrais continuer à utiliser ma chaudière, bien sûr. Évidemment. Bon, évidemment, mais si ma chaudière tombe en panne et est inutilisable, je ne pourrai plus m'équiper d'une nouvelle chaudière. Alors, si votre chaudière tombe en panne, vous aurez toujours accès aux pièces pour la changer. Vous pourrez toujours la faire réparer. Si votre chaudière meurt et qu'il faut la changer,
Là, vous pourrez acheter des chaudières qui ne sont plus des chaudières à fioul et vous serez aidé pour ça. Et donc, pour le même prix qu'une chaudière à fioul, vous aurez une chaudière qui sera bien meilleure pour l'environnement et donc pour vous aussi. Bien, Stocamine, en Alsace, qu'est-ce qu'on fait de Stocamine, de tous ces déchets industriels qui sont enfouis dans d'anciennes galeries? Stocamine, on arrête de tergiverser, ça fait 20 ans que ça dure. Depuis 20 ans, on a repoussé les décisions et maintenant on est dans une situation où moi, je ne laisserai pas la situation perdurer. Oui, Vous savez, le risque, c'est que les gens qui travaillent dans cette mine aient des accidents parce que c'est une mine qui se referme sur elle-même. Et le risque, c'est qu'on n'ait plus le temps de la refermer correctement pour qu'elle soit... Alors, que faire? Qu'allez-vous faire? Eh bien, j'ai déjà annoncé il y a un an maintenant, nous allions arrêter de retirer les déchets parce qu'on ne pourrait plus retirer tous les déchets qui sont dedans. Et ce que demandent certains, c'est qu'on retire tous les déchets. Tout le monde sait qu'on ne peut plus. Donc d'autres disent on peut retirer une partie, mais de toute façon, il restera des déchets et des déchets dangereux. Donc ce qu'il faut, c'est l'isoler pour qu'il ne puisse plus y avoir de remontée, parce qu'il y a une nappe phréatique au-dessus, qui est la nappe d'Alsace, donc il ne faut surtout pas qu'elle soit polluée. Donc il faut bien la refermer. Et puis, laisser les déchets là, on ne peut plus faire autrement. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne que c'est la seule solution au regard de toutes les expertises que nous avons. Donc, arrêtons de mettre en danger les gens qui sont dans cette mine en voulant retirer des déchets. On ne pourra pas tout retirer. Donc, faisons en sorte de maintenant la sécuriser pour qu'il ne puisse plus y avoir de fuite. C'est la seule solution qui soit faisable et qui soit responsable. Attention, on est sur une faille sismique, hein. Attention. Mais tout à fait, et ça a été évidemment regardé. Bon, Barbara Pompili, je voudrais vous parler de l'épandage des pesticides. Pourquoi? Parce que 2019, le gouvernement instaure des zones de non-traitement des cultures par les agriculteurs. On s'en souvient, interdiction d'épandre des pesticides à moins de 5 mètres des habitations pour les cultures basses et à moins de 10 mètres pour les cultures hautes. Possibilité de dérogation en signant une charte. L'année dernière, le Conseil constitutionnel, Conseil d'État aussi, ont demandé au gouvernement de renforcer ces distances d'épandage pour mieux protéger les riverains. 6 mois pour le faire, le délai arrive, 26 janvier. Est-il vrai que vous allez demander une nouvelle évaluation à l'ANSES? Non, on ne demande pas une nouvelle évaluation à l'ANSES. Ce qu'on demande, c'est que l'ANSES regarde pour chaque produit. C'est-à-dire, arrêtons de dire que tous les produits se valent. Il y a des produits qui sont plus dangereux que d'autres, tout le monde le sait. Et donc, là, l'ANSES va regarder sur chaque produit s'il est dangereux ou pas, et auquel cas, on réévalue les distances. Est-ce que vous n'êtes pas en train de repousser encore une fois les décisions pour ne pas fâcher les agriculteurs avant la présidentielle? Franchement, Barbara Pompili, ça fait des années que ça dure. Vous-même, je me souviens, lorsque vous étiez à l'Assemblée nationale, je lis, depuis ce mois d'avril, 25 départements ont permis de revoir les distances d'épandage à 3 mètres pour les cultures basses et 5 mètres pour les cultures hautes. Vous le déploriez. Dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, alors que nos concitoyens sont aujourd'hui confinés à domicile, permettre de telles pratiques, c'est faire le choix d'ignorer leur santé. Les fameuses chartes signées par les préfets avec les agriculteurs. Qui ont été annulées depuis. Oui, mais enfin, vous vous éleviez contre ces épandages. Vous êtes ministre, vous avez changé? Non, évidemment non. Ce que je veux, c'est que ce soit la science qui résolve ce problème, c'est-à-dire que l'ANSES nous dise là c'est dangereux et donc là il faut aller plus loin sur les zones d'épandage. Là ça passe et donc on laisse comme ça. Je crois que c'est le meilleur moyen de sortir par le haut de ça. Et par contre, je ne vous laisserai pas dire qu'il n'y a rien qui est fait, parce que sur la question des phytosanitaires, on a réduit de 50% la part du glyphosate. On n'a pas été aussi vite qu'on aurait voulu. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous, il faut aller plus loin. Mais je vous rappelle qu'on est sur un système qu'il faut complètement changer, un système productiviste, un système où on a incité les agriculteurs à utiliser des produits chimiques pour nourrir les Français. Et c'est plus facile, et je peux vous le dire en tant que ministre en charge de l'environnement, c'est plus facile de travailler avec les grandes industries pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre que de travailler avec 400 000 familles d'agriculteurs qui ont des difficultés à avoir des revenus là-dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille avec eux et qu'on les aide, mais on a baissé les pesticides.
Moi, j'ai enfin fait adopter un pacte sur les abeilles qui fait que on ne peut plus pulvériser de pesticides au moment où les plantes sont en fleurs et où les abeilles vont dessus dans la journée. Maintenant, on doit faire ça le soir ou la nuit quand les abeilles ne sont pas là, etc. Donc, on a avancé là-dessus. Mais on n'avance pas aussi vite que je voudrais. Autant mieux informer les populations qui sont concernées. Évidemment. Hein. Oui, j'ai vu, ce sera quoi, une petite fiche A4 dans les mairies. C'est insuffisant quand même, non? Non, il va y avoir des sites internet où on va pouvoir avoir les informations. On a déjà les informations. Avec les jours et les heures d'épandage? Je ne sais plus jusqu'à quel niveau de détail on rentre, ça il faut voir avec Julien. Mais en tout cas, il y aura des informations là-dessus. Nos concitoyens ont le droit d'avoir toutes les informations possibles. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en présidence française de l'Union européenne. Oui. Le sujet des pesticides a été porté par le président de la République qui a annoncé lui-même qu'il allait se battre pour qu'il y ait une baisse des consommations de pesticides, de phytosanitaires dans l'Union européenne. C'est le bon niveau, l'Union européenne aussi, pour prendre des mesures qui s'appliquent partout et à tous les agriculteurs. Et puis, on se bat aussi avec Julien de Normandie pour avoir des clauses miroirs, c'est-à-dire que les produits qui rentrent dans l'Union européenne et dans notre pays doivent avoir les mêmes contraintes environnementales que celles qu'on impose à juste titre à nos agriculteurs. Merci Barbara Pompili d'être venue nous voir sur RMC BFM TV, il est 8h53.